82, puis 279. 82 accidents de camions-citernes couverts par les médias allemands sur une période donnée. Puis une grosse collision, médiatisée, spectaculaire. Et sur la période d'après, même durée, les médias en couvrent 279. 3 fois et demi plus. Tu te dis, OK, il y a eu une vague d'accidents. Mais non, dans la vraie vie, la courbe descend, les accidents baissent, mais dans les médias, ça explose. Ces deux chercheurs, en 1995, revus par les pairs, cités par Dunsbach, un chercheur dans Journalism, volume 5, numéro 2, en 2004. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que les journalistes ne rapportent pas le réel. Ils se rassurent en groupe sur ce qu'ils pensent être le réel. Et ils appellent ça de l'objectivité. On plonge et ça va être pire à chaque étape. Most journalist work is about perceptions, conclusions and judgments. L'essentiel du travail d'un journaliste, c'est pas du reportage, c'est du jugement. Toute la journée, sous pression du temps, sous la pression de la concurrence, et tiens-toi bien, sans aucun critère objectif. Dunsbach, le chercheur, l'écrit noir sur blanc. Les psychologues appellent ça des situations indéterminées, des situations où il n'existe aucune règle extérieure pour trancher. Compare 2 secondes avec n'importe quelle autre profession. Un juge a un code pénal, une procédure, un délibéré. Un médecin a des protocoles, des examens, une communauté qui peut contester. Un ingénieur a de la physique. Son pont tient ou il tombe. C'est un test binaire, c'est neutre. Le journaliste, lui, il a quoi? Son instinct. Et son pote du bureau. Aucune discipline, zéro règle. Le journaliste se lève le matin, il enfile sa petite chemise d'objectivité, comme un déguisement d'Halloween, et il part décider, avant midi, de ce que 8 millions de personnes vont croire être le monde, sans manuel, sans filet. C'est un juge sans code pénal, un pilote sans cockpit, qui te regarde dans les yeux et te dit: «Fais-moi confiance, je suis neutre». Alors ce juge sans code, il demande à qui? À d'autres juges sans code. Parce qu'il n'y a pas de règle objective. Il faut bien valider ce qu'on pense quelque part. Auprès de qui? Pas auprès du public, pas auprès de la réalité, d'autres journalistes. C'est la théorie de la réalité partagée. Ça a été écrit par Hardin et Higgins en 1996. Tant que quelqu'un d'autre ne t'a pas confirmé ce que tu vois n'existe pas vraiment. C'est un flash, un truc dont tu doutes. Pour que ça devienne réel, il te faut un autre être humain qui te dit: «Oui, oui, moi aussi je vois ça». Pour toi et moi, ces autres êtres humains, c'est nos proches, nos collègues, nos enfants, ton pote d'en face. Pour le journaliste, c'est uniquement les autres journalistes. Les chiffres de Dunsbach sont clairs, ils sont revus par les pairs dans 5 pays. Entre 65 aux États-Unis et 84 en Suède, des journalistes disent que les autres journalistes dans ma rédaction sont une source de guidance très ou assez importante pour décider ce qu'il faut couvrir. En Allemagne, c'est 90 qui citent les agences de presse. Aux États-Unis toujours, c'est 64. Et le clou? 3 journalistes américains sur 4 et 2 Allemands sur 3 déclarent qu'au moins un de leurs 3 meilleurs amis est aussi journaliste. 3 sur 4, t'entends ça? Ils bossent avec des journalistes, ils déjeunent avec des journalistes, ils consultent les mêmes agences que tous les autres. Il rentre chez lui, son meilleur pote est journaliste. Un chef qui veut savoir s'il cuisine bien demande à son commis, qui demande au second, qui redemande au chef. Au troisième tour de la boucle, le plat est excellent, mais personne n'a goûté. Et cette boucle fermée, ça donne quoi en sortie? Eh ben exactement ce qu'on a vu au début. 82 à 279. Maintenant que tu as les deux pièces, pas de règle objective et aucune validation, ou en tout cas une validation en circuit fermé, tu comprends comment on arrive aux événements clés. Un truc spectaculaire éclate. Et dans les semaines suivantes, les médias couvrent en masse les événements similaires, comme une vague, sauf que la vague n'existe nulle part ailleurs que dans leur page. 82 avant, 279 après. La fréquence réelle, elle a baissé. La couverture médiatique des accidents n'a rien à voir avec la fréquence des accidents, zéro. La couverture parle d'elle-même, elle se nourrit de sa propre existence. Un journaliste voit qu'un autre journaliste a couvert une collision de camion et il se dit: «Tiens,
Les collisions de camions, c'est un sujet, alors il en cherche une. Il la trouve, il la couvre, et ça encourage le suivant à faire pareil. Boucle, 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 jusqu'à ce que le public pense qu'il y a une épidémie de collisions alors que tout va objectivement mieux qu'avant. Ce n'est pas du complotisme, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la réalité partagée en action. Ce qui mérite d'être couvert, c'est ce que les collègues couvrent, pas ce qui se passe dans le monde. Alors la prochaine fois qu'on va te dire les faits parlent d'eux-mêmes, souviens-toi des 82 et des 279. Les faits ne parlent pas, ils parlent que dalle. On les fait parler. Et on le répète jusqu'à ce que le monde entier jure les avoir entendus. Et c'est encore pire, parce que leur cerveau a déjà trié avant que toi, tu lises. On ajoute une couche, les prédispositions. Ce que le journaliste pense déjà, son idéologie, ses préjugés, ses habitudes mentales, tout ça filtre ce qu'il perçoit, comment il l'interprète et ce qu'il retient. Dunsbach mobilise la théorie des schémas cognitifs et la théorie de l'hypothèse. En langage humain, le cerveau du journaliste n'est pas un appareil photo, c'est un filtre qui laisse passer ce qui lui va, qui bloque ce qui le contredit. Les informations qui confirment ce qu'il croit déjà. Allez, un plus gros titre, plus de paragraphes, plus de temps d'antenne, mieux placé dans le fil, plus mémorisé. Les autres, dilués. Sous le tapis, ils ont disparu. Et il y a une expérience dans l'article qui est destructrice, faite par Stark et Solowski en 1977. Alors on prend des étudiants en journalisme. On leur fait couvrir le même événement controversé sur le campus. Les articles sont notés par des experts selon des critères professionnels standards. Équilibre, précision et objectivité. Le résultat? Les étudiants avec des opinions fortes ont produit des articles moins équilibrés, moins précis et moins objectifs que les étudiants neutres. Pose-toi la question maintenant. Les journalistes professionnels, ceux qui bossent depuis 20 ans dans la politique, ceux qui ont des opinions bien affûtées sur chaque politicien, tu crois vraiment qu'ils sont plus neutres que des étudiants? Un autre chercheur, Rosenthal, en 1987. La disposition des journalistes à publier des rumeurs négatives sur un politicien variait significativement selon qu'ils l'aimaient ou pas. Ceux qui ne l'aimaient pas publiaient sans double check. Ceux qui l'aimaient vérifiaient. Le professionnalisme de la vérification dépend de qui tu détestes. Et le chiffre qui tue, encore une fois, Dunsbach et Patterson en 1996. Une décision journalistique allemande sur deux, une sur deux, était alignée sur l'opinion personnelle du journaliste. Le titre, la sélection de la source, le choix de la photo, l'angle, 50%. Dans les autres pays, c'est un tiers environ. C'est pas un biais, c'est pas un défaut, c'est le mode d'emploi. Et le pire, le vraiment pire, eh bien, ils ne le savent même pas, ils se croient libres. Parce que tout ce que tu viens d'entendre, pas de règles, la réalité partagée, les événements clés, les prédispositions, tout ça serait déjà catastrophique si les journalistes en étaient conscients. Mais non, ils ne le sont pas. Kepingler, en 2001. Dans les processus de scandalisation médiatique, les journalistes commettent deux erreurs. L'erreur numéro 1, ils croient à tort avoir formé leur jugement de manière indépendante. Erreur numéro 2, accroche-toi, ils croient à tort que le fait que tous leurs collègues pensent pareil, au bout d'un certain temps, est la preuve que c'est vrai. Je vais répéter. Ils croient à tort que le fait que tous leurs collègues pensent pareil, au bout d'un certain temps, est la preuve que c'est vrai. Pour eux, le consensus de la profession, c'est la preuve de la vérité. Regarde, tout le monde le dit, donc c'est vrai. Sauf que si tout le monde dit pareil, c'est pas parce que c'est vrai, c'est parce qu'ils se regardent en boucle, qu'ils ont les mêmes amis, qu'ils lisent les mêmes agences, qu'ils ont grandi dans les mêmes milieux, qu'ils aiment les mêmes politiciens et qu'ils détestent les mêmes autres. Le consensus médiatique n'est pas une preuve, c'est un symptôme. Et pour la conclusion, Dunsbach nous dit, la décision sur ce qui est réel représente la dynamique de groupe et les normes du groupe, plutôt que la réalité elle-même. Ce sont ces mots. C'est revu par les pairs et c'est publié dans le journalism. Les juges ont des procédures. Les scientifiques ont la méthodologie et le peer review, conçus, je cite, pour redresser l'influence des prédispositions subjectives et des dynamiques de groupe. Le journalisme, rien. Pas de méthode, pas de contre-pouvoir interne,
pas de vérification des biais. Les journalistes n'ont pas une vérité, ils ont une ambiance. Tout ça, c'est dans un article scientifique, publié dans une revue internationale, Journalism, volume 5, numéro 2, pages 131 à 157 en 2004. Moi au moins, je cite mes sources.